Bonsoir Renaud et bienvenue, merci pour ta présence. Et je vois que notre invité de chez Yoti Protocol nous a également rejoint. Et je te remercie pour ton invitation. Mais de rien, avec plaisir. Je vais être franc avec la communauté. Voilà, l'IoT, c'est un domaine que je ne maîtrise pas trop. Et donc, voilà, j'ai sollicité son aide parce que visiblement, tu gères très bien le sujet. Et donc, je suis ravi que tu aies accepté l'invitation et que tu viennes animer cette amarmotte à mes côtés. Bonsoir Pierre, c'est ça? Bonsoir Pierre, oui, exactement. Eh bien, bienvenue, merci de venir nous présenter ton projet ce soir. Et merci à vous de m'accueillir. Mais avec plaisir, on aime bien décortiquer des petits projets comme ça, tout ça. Donc, les marmottes ont été grattées un petit peu pour découvrir un petit peu le projet, tout ça. Et on a également Renaud, je ne sais pas si tu as entendu, qui est également avec moi pour m'épauler un petit peu dans les questions, parce c'est un peu un spécialiste de tout ce qui est IoT et autres sujets, blockchain, etc. Et voilà, avec plaisir. Renaud Lifshitz, moi je suis directeur scientifique de la société Elysium, qui est une boîte de cybersécurité. Et ça fait une quinzaine d'années que je suis dans le milieu de l'IoT. Et j'ai audité beaucoup de protocoles, surtout les protocoles sans fil d'ailleurs. Pas mal de publications sur le sujet qui sont accessibles sur Internet. Super, je serais ravi. J'irai voir un peu toutes ces publications après coup. J'ai pas la chance de te connaître, mais effectivement, pareil, moi ça fait une vingtaine d'années que j'entreprends, une quinzaine d'années que je suis dans l'électronique et au moins une dizaine d'années que je suis plutôt dans tout ce qui est IoT et principalement tout ce qui est LPWAN. Alors pour ceux qui sont plus du Web 3, c'est toutes les technologies vraiment dédiées à l'IoT, on va dire plutôt dans les fréquences basses. Mais voilà, alors maintenant ça s'est vachement élargi. Beaucoup utilisé dans les smart cities, oui. Voilà, alors dans les smart cities, on a plein de champs d'application. Pour comprendre un petit peu la genèse du projet Connectify, si Marmotte me permet, je lance un peu le sujet. Oui, enfin, vous êtes en train de faire l'intro. Allez-y, moi j'aime bien quand je parle pas, tout seul, c'est super. Donc moi je suis déjà président directeur CEO d'une boîte qui s'appelle Vpings, qui est une boîte qui développe vraiment l'électronique et les antennes et toute la partie électronique et bien sûr tout le produit final, ainsi que tout le système de gestion des data. Une boîte qui est plutôt spécialisée dans tout ce qui est tracking et protection d'assets personnels ou professionnels. Donc, dit plus simplement, tracker GPS et on a un scope qui va de la sécurisation de la moto, de la voiture, jusque là, on vient de signer un contrat avec l'armée, on est en train de signer plein de choses. Et en termes de technologie, on va aller des technologies Sigfox LoRa, qui est une partie du LPWAN, donc qui sont on va dire des technologies qui sont dédiées vraiment au transport de petites quantités de data. Et on va aller jusqu'à des technologies type LTEM, NB-IoT, qui sont plutôt le petit frère, petite sœur des technologies cellulaires 4G, 5G, toujours dédiées à l'IoT, toujours dans un objectif de consommer peu d'énergie, donc en général avoir des produits qui fonctionnent sur pile ou sur batterie, qui sont énormément autonomes, ou alors avoir un coût de connectivité plus faible. Et on va même aller, c'est en ça qu'on est assez fort, on va même aller jusque aux technologies les plus récentes, c'est-à-dire là on est sur des technologies satellites Kinéis, donc qui appartient au CNES, entre autres, qui est actionnaire en tout cas de Kinéis, et on s'intéresse beaucoup aux technologies satellites IoT qui sont un peu dans l'air du temps. Donc vraiment on a un scope. Oui. Si tu me permets, Pierre, peut-être pour les auditeurs qui sont très débutants sur le sujet. Peut-être. Ouais, si vous pouviez un peu vulgariser, parce que si vous partez en débat d'experts. C'est ce que j'allais faire. Peut-être faire ce que j'allais faire. Renaud, si tu veux le faire ou je le fais. Essayer de dresser, oui, un paysage très, très, très rapide. Mais typiquement, on a de plus en plus par exemple, de bâtiments connectés. Maintenant, les normes de construction des bâtiments sont assez drastiques. On a plein de normes pour l'accessibilité, pour l'automatisation, pour le monitoring des bâtiments connectés. Donc, absolument tout, par exemple, dans un bâtiment aujourd'hui
et piloter et surveiller en permanence, que ce soit le chauffage, que ce soit l'éclairage, que ce soit la sécurité incendie, que ce soit le contrôle d'accès, que ce soit les ascenseurs, que ce soit la ventilation. Tout ça, c'est connecté, par exemple, à des systèmes de gestion technique de bâtiments. Et on a de plus en plus du coup d'automatisation et d'informatisation de toutes les composantes d'un bâtiment, mais c'est vrai aussi à l'échelle d'une ville. Et c'est ce qu'on appelle les smart cities ou le smart building. Et on a énormément de ces composants-là qui, pour des raisons pratiques, ne sont pas connectés à des fils simplement, mais qui utilisent simplement des systèmes sans fil, donc des capteurs sans fil. Pour, par exemple, capter la température ou l'humidité d'une pièce, ou l'utilisation d'une salle de réunion, savoir s'il y a des gens dans une salle, simplement, et connaître la capacité d'un bâtiment à accueillir des gens pour gérer le télétravail, par exemple, le flex office, tout ça. Donc, il y a de plus en plus d'actionneurs et de capteurs sans fil dans nos bâtiments, dans nos villes aussi, sous les routes, pour capter la vitesse moyenne des véhicules, l'occupation des routes, pour calculer les passages feu rouge, feu vert, etc., les moments idéaux, pour aussi mesurer la consommation d'eau, d'électricité et de gaz. On a des capteurs sans fil qui sont le long des canalisations et qui remontent vos consommations. On pense aussi à Linky, évidemment, où il y a une partie sans fil et une partie filaire. Voilà, donc il y a énormément d'usages en fait dans l'industrie du sans fil. Dans l'industrie, ça se développe aussi de plus en plus, et il y a une convergence entre le transport de marchandises, entre l'informatique industrielle et maintenant la convergence avec le sans fil, effectivement, donc l'IoT, donc des capteurs, des actionneurs aussi. Et disons que il y a une foison de protocoles sans fil pour différents usages, selon qu'on a plutôt des usages, on va dire, domotiques, personnels ou plus industriels. Et grosso modo, je pense qu'il faut dire qu'il y a on va dire deux catégories d'usages sans fil. Il y a soit on utilise les bandes de fréquences libres. Par exemple, votre Wi-Fi, vous pouvez l'utiliser sans payer une licence à l'État, c'est libre d'usage. Soit on utilise les bandes de fréquences des opérateurs, auquel cas on paye un opérateur pour pouvoir utiliser son réseau. Donc il y a deux grandes familles de protocoles sans fil, soit des protocoles sans fil dits opérés, où on passe par un opérateur, soit des protocoles sans fil dits à libre usage, qui sont utilisables par le grand public et par les industriels, sans redevance, sans licence, sans abonnement, et dans lequel vous déployez vous-même votre point d'accès, par exemple Wi-Fi ou autre. Et voilà, après il y a des protocoles sur l'un et sur l'autre, qui sont soit des protocoles ouverts, soit des protocoles propriétaires. Mais on a vraiment un très grand foisonnement de protocoles sans fil dans la vie courante. Je pense qu'on peut parler facilement de 30 ou 40 protocoles sans fil qui sont couramment utilisés pour tous les usages dont on vient de parler. Moi, j'ai essayé de faire une petite introduction pour introduire les sujets, plus simplement. Super, merci Renaud. Peut-être que tu veux rajouter quelque chose, Pierre, sinon. Donc oui, Renaud a raison sur l'existence des protocoles libres ou privés. C'est important aussi de comprendre que tout ce qui est objet connecté, Internet of Things, IoT, d'où IoT, etc. C'est vraiment aussi souvent il est question de transfert de petites quantités de data. On ne parle pas de streamer une caméra, même si on parle de caméra de sécurité, mais je vais vous en parler à titre d'exemple. On ne parle pas forcément de streamer des grosses quantités de data, on parle de petites quantités de data, savoir si l'ascenseur est arrivé, s'il y a un dépassement de température, s'il y a de l'humidité, s'il y a quelqu'un qui est tombé pour la medtech, s'il y a une machine qui est en panne, une ampoule qui est éteinte, un compteur à eau qui fuit, une palette qui est arrivée en lieu et place de son lieu de livraison. Voilà, on parle de petites quantités de data et donc effectivement, il s'agit de traiter toutes ces datas, de les traiter aussi avec un minimum de systèmes derrière et d'infrastructures. Et en fait, il s'avère que par le foisonnement de protocoles dont parle Renaud et par le manque de maturité du marché, même si il y a beaucoup d'essais, beaucoup de volonté d'avancer, il y a plein d'acteurs qui sont mis à différentes couches de valeur. Donc il y a ceux qui traitent la data en sortie de réseau, il y a ceux qui
l'agrègent pour la rendre disponible, il y a ceux qui l'affichent à l'utilisateur. Ils se rendent compte que tout ça coûte 300, 400, 500 000 euros et qu'en plus, une fois que c'est développé et que c'est mis en place, il faut maintenir ce système-là avec des ingénieurs. Voilà. Sachant que, comme tu dis, voilà, ce qui est important, c'est que c'est pas leur cœur de métier, c'est pas leur business. Ce qu'on appelle l'IoT, c'est de rendre communicant un objet qui n'était pas communicant à l'origine. Donc un lampadaire, à l'origine, il est pas communicant. Un robinet, il est pas communicant. Voilà. Donc on ajoute une connectivité à un objet qui n'avait pas à la base de connectivité. Et donc il faut de l'expertise sur cette partie-là pour savoir comment on gère la sécurité, comment on gère la remontée des données, comment on gère la portée aussi, parce qu'on est en sans fil. Est-ce qu'on va capter si on est dans une cave, par exemple, en sous-sol, c'est pas évident. Et puis comment on gère aussi l'autonomie énergétique de l'objet, parce que dès lors que on est en sans fil, il faut prévoir une batterie. Et est-ce que la batterie va tenir 1 mois, 3 mois, 6 mois, 3 ans? Donc il y a toutes ces problématiques-là que les industriels ne connaissent peu ou pas, parce qu'ils sont pas des spécialistes. Maîtrisent pas surtout. C'est pas des spécialistes. C'est une expertise. Et je parle même pas de la cybersécurité, qui est mon sujet, parce qu'on trouve plein de failles de sécurité, vu que ce sont pas des experts de ces sujets-là. Et donc quand ils rendent communicants des objets, c'est assez catastrophique niveau sécurité, parce que ces objets se retrouvent piratables à distance. Et voilà, donc c'est vraiment important de comprendre ces enjeux d'objets connectés où on ajoute de la connectivité. Cet ajout est fait très souvent par des gens qui ne sont pas experts du réseau ou de la connectivité en général, et on se retrouve avec beaucoup de problèmes quand on met en réseau des objets qui n'étaient pas prévus pour être en réseau et que c'est fait par des non-experts. Voilà. Je voulais réinsister sur ce sujet-là, mais tu l'as bien présenté. Non, mais c'est un bon sujet, Renaud. Ne t'inquiète pas, nous allons arriver à tout ça. J'essaie d'amener vraiment la problématique à laquelle on répond, parce que nous, chez IoT Protocol, l'objectif, c'est vraiment de créer je vais pas dire de créer, mais de remplacer un ensemble de couches infrastructurelles par une seule couche infrastructurelle, en utilisant la blockchain de la décentralisation. L'objectif, c'est donc, et je vous invite à revisiter vraiment nos différentes pages web, et principalement celle qui, notre GitHub. Je pense que vous retrouvez tout dans X, sur Twitter, X. Effectivement, il y a toute une partie où vous récapitulez bien, en fait, toutes les problématiques actuelles. En fait, ça descend dans le sens un petit peu de la discussion d'ailleurs que tu es en train de te tenir. C'est d'abord vous posez les problématiques, et chose que je trouve qui est très bien, c'est vous allez chercher à répondre à un problème plutôt que de chercher à créer un besoin. Et ça, pour moi, je pense que vous l'avez bien développé. Donc, pour essayer de récapituler rapidement pour tout le monde, on a plein d'objets connectés dans plein de domaines différents. Il y a une multitude de manières pour ces objets connectés de communiquer entre eux, et il y a un énorme frein, c'est-à-dire que c'est utilisé dans des tas de domaines différents, mais comme pour l'informatique au début, ce n'est pas le cœur de métier des différentes organisations qui se servent de ces objets connectés, et forcément ça amène un gros frein pécunier à développer ça plus activement. Voilà. Et effectivement, c'est le problème de fond, c'est celui-ci. C'est un problème d'adoption et un problème de croissance du marché. Le problème de forme, on va dire que il faut simplifier tout ça, il faut rationaliser tout ça, et il faut standardiser tout ça. Alors, c'est des grands mots comme ça qui sont employés par beaucoup de gens, et je pense que Renaud, tu as dû l'entendre par beaucoup de gens de l'IoT, mais le problème, c'est que personne ne s'est préoccupé de comment le faire. Et c'est là où, en venant de l'IoT, mais en s'intéressant aux technologies Web3, on se rend compte que, en fait, le maître mot, c'est comment on peut associer des datas qui sont en fait liées à un objet et non pas à une personne, contrairement aux datas personnelles. C'est-à-dire que voilà, le but, c'est pas d'associer les datas à quelqu'un, c'est de l'associer à l'objet. Et ensuite, comment pendant la vie de l'objet, qui peut changer d'utilisateur, que ça soit un objet personnel, donc par exemple, je sais pas, un téléphone, vous pouvez le revendre, pour faire simple, un sac à main géolocalisable, vous pouvez le revendre,
une voiture, vous pouvez la revendre. Voilà. Comment on fait que les datas appartiennent à un objet et qu'ensuite l'objet qui appartient à quelqu'un permette l'accès. Et en fait, l'idée, c'était à la fois donc de supprimer toutes ces couches qui se superposent sur la chaîne de valeur pour réduire le coût, et à la fois maintenir vraiment toute la qualité qu'on a grâce à tout ce qui existe actuellement en termes de connectivité. Donc, c'est-à-dire accéder rapidement à la data, avoir une vision globale de la data, pouvoir gérer des droits, pouvoir aussi identifier les objets sur les réseaux. Parce qu'aujourd'hui, il y a une problématique peut-être un peu plus industrielle, peut-être moins grand public, mais qui est vraiment de dire sur chaque technologie ou chaque réseau, et vous avez le cas quand on vous parle d'adresse IP à la télé ou quand on vous parle de VPN, c'est la même problématique, c'est comment on identifie un objet sur Internet, comment on identifie un objet sur le réseau. Et aujourd'hui, les objets connectés ont parfois 2, 3, 4, 5 technologies. Ça va être du Bluetooth cumulé à du Wi-Fi cumulé à du cellulaire. Oui, il faut peut-être dire d'ailleurs pour nos auditeurs qu'il y a assez peu au final d'objets connectés qui ont une adresse IP. En tout cas, d'objets connectés basse consommation qui transmettent peu de données telles que tu les as présentées. Exactement. Il y a très peu de notions d'adresse IP. Les adresses IP, c'est souvent au niveau des passerelles de ces objets connectés. C'est-à-dire qu'un objet connecté est généralement pas connecté directement à Internet. Il passe par une passerelle et la passerelle fait la traduction du langage radio vers une adresse IP Internet et vers du trafic Internet. L'objet connecté lui-même est rarement connecté directement à Internet parce que ça consommerait beaucoup trop d'énergie et il n'a pas besoin de transmettre des grosses quantités de données puisqu'en général c'est quelques octets pour transmettre la valeur d'un compteur par exemple. Ouais. Donc il n'y a pas de notion d'adresse IP sur les objets connectés ou assez peu au final. Alors, juste Renaud, pour te reprendre, c'est pas tout à fait vrai. Hein. Communiquer sur Internet, ça consomme pas d'énergie si c'est pensé pour. Et c'est bien l'intention à moyen terme et long terme, et c'est pour ça qu'on s'associe avec des gros industriels, je vais en parler, qui sont les plus gros du secteur. Mais en général, on passe par une passerelle, une gateway. Exactement. Parce que les protocoles radio n'offrent pas directement un accès Internet ou un accès Internet limité, on va dire, sur les réseaux privés. Alors, exactement, voilà. Alors exactement sur la partie, sur tout ce qui est partie cellulaire. Enfin, on peut débattre de ça, mais il y a vraiment des choses qui sont en train d'être faites à ce niveau-là. Déjà, l'objectif, c'est de dire au cul du réseau, c'est-à-dire vraiment à la réception du signal radio, est-ce que on peut prendre la data et l'associer à un device. Donc, ce qu'on disait, c'est que déjà pour l'associer à un device, c'est-à-dire associer à un objet, il faut déjà l'identifier sur le réseau. Donc, chaque réseau, chaque technologie va avoir son système d'identification. On va avoir les adresses IP, effectivement, là, c'est des passerelles, comme tu dis, mais on va avoir des ID, par exemple, sur Sigfox, on va avoir des ID sur LoRa, on va avoir des emails sur le cellulaire, donc on va avoir de fameuses cartes SIM qui identifient le device sur son réseau. Même s'il y a des passerelles derrière, il est possible, avec des accords industriels, c'est ce qu'on a travaillé, de pouvoir vraiment récupérer la data et voire même ne plus avoir à la stocker côté passerelle. Et ça, c'est ce qui intéresse aussi en termes de relais de croissance, tous ces opérateurs IoT qui ont développé des offres, mais en se basant sur des infrastructures qui étaient plutôt propices à la téléphonie mobile ou SMS, et qui finalement, pour l'IoT, se rendent compte qu'ils stockent des datas qui sont obsolescentes, c'est-à-dire qu'ils dans le temps, alors qu'ils n'ont pas forcément besoin de les stocker. Ça, c'est le premier point intéressant, et principalement avec les MVNO qui développent des offres pour l'IoT. On a la même chose sur Sigfox, on a la même chose sur LoRa. Ce qu'on fait pour pas, j'essaie de recentrer, on va pas forcément s'étaler sur les aspects techniques et cette charnière, mais sur IoT Protocol, ce qu'on est en train de faire, c'est que premièrement, on met en place un passeport digital pour l'objet. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va permettre la possibilité d'identifier, de créer un numéro de série, numéro de série classique, hein, quand vous retournez votre objet, vous avez un numéro de série, sauf que celui-ci va être stocké on-chain et on va lui associer tous les éléments qu'il identifie sur les différentes technologies qu'il va utiliser. Donc ça peut être effectivement d'un simple QR code ou un simple code barre, parce qu'on peut très bien l'utiliser pour identifier des objets passifs, jusqu'aux objets multitechnologiques où on va avoir le numéro de série, les ID sur les différents réseaux, les adresses MAC des parties, des éléments hardware, par exemple pour le Wi-Fi, etc., qui permettent d'identifier l'objet quand celui-ci va communiquer.
Et on va ensuite, à partir de ce passeport numérique qu'on va créer, on va associer les datas et on va offrir chez IoT Protocol, donc sur la plateforme, la possibilité de créer des connecteurs. Donc, encore une fois, si on parle de réseaux qui sont publics, de technologies publiques comme le Wi-Fi et le Bluetooth, on va juste router, il n'y en a pas besoin, on va simplifier le routage de la data, mais on va pas forcément créer de passerelle de connexion parce qu'il n'y en a pas besoin, c'est sur Internet. En revanche, si on parle de tout ce qui est Sigfox, LoRa ou Kineis, là, dans ces cas-là, et on a l'habitude de travailler avec ces gens-là, on va essayer de simplifier l'onboarding, c'est-à-dire qu'en gros, on discute avec ces sociétés-là pour gérer à leur place ou en collaboration avec eux l'ID management, c'est-à-dire fournir à chaque fois qu'un objet est fabriqué, fournir l'ID qui correspond à ce réseau-là. Voilà, donc on va avoir déjà l'identité, la data. Ensuite, ce qui va être intéressant à partir de là, c'est que déjà, on n'a plus de serveurs. À la suite des réseaux, on récupère directement les datas. Ensuite, on n'a plus de serveurs, plus de stockage, plus de dépendance de l'industriel manufactureur qui n'a pas forcément intérêt, je dirais, à stocker parce qu'en général, il livre des fichiers Excel avec les numéros de série ou alors il y a des interconnexions avec le donneur d'ordre pour lui transmettre les numéros de série. Là, tout ça déjà, c'est on-chain. Ensuite, on s'intéresse à tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire toutes ces fameuses successions de gens, donc de personnes qui sont d'abord ceux qui développent les serveurs pour gérer les datas. Bon, déjà, il n'y a plus besoin de développer des serveurs pour gérer les datas, elles sont stockées on-chain. Ensuite, on va s'intéresser aux gens qui exploitent les produits. Bon, ils n'ont plus besoin de développer des serveurs pour aller chercher les numéros de série auprès des industriels, pour aller chercher ou se connecter derrière les différents réseaux ou même d'Internet parce qu'on leur met à disposition déjà les datas. Donc, l'utilisateur final ou l'exploitant de la solution finale n'a plus qu'une seule chose, c'est aller lire les datas on-chain, les récupérer et les afficher. Et à partir de là, on simplifie déjà beaucoup de choses. Parce que en fonction de ce que va décider celui qui va fabriquer, alors je ne parle pas forcément de l'usine, mais celui qui paye la fabrication des objets ou qui achète les objets, c'est lui qui va décider si l'utilisateur final va accéder à toutes les datas d'un objet, aussi bien en termes de durée de vie de l'objet qu'en termes de quantité de data ou d'ensemble d'objets, par exemple tout un bâtiment ou toute une ville, ou si il va accéder seulement à une partie. Et c'est là où en fait on est en train de développer aussi des smart contracts basés autour de NFT qui vont permettre d'avoir des droits d'accès total ou partiel sur telle ou telle data. Donc pour résumer encore une fois, identité du device on-chain, routage et stockage de la data via le protocole on-chain, gestion des droits d'accès des data via des NFT et des smart contracts. Donc déjà, si je peux me permettre, Pierre, je vais essayer parce que là, je sens que vous partez un petit peu dans vos débats et même pour moi, il y a certains points qui sont un petit peu flous. Donc, pour essayer de résumer rapidement, vous allez regrouper donc, vous allez pouvoir interconnecter tous les objets connectés, si j'ai bien compris, un petit peu selon les différents réseaux. Donc, parce que tout à l'heure, je vous entendais parler de LoRa et d'autres noms un petit peu bizarres. Je pense que c'est des noms de réseaux. Exactement, c'est nom de technologie, comme disait Renaud, c'est nom de technologie. Alors, on n'interconnecte pas, on va juste rassembler, récupérer de manière beaucoup plus simple que ce que ça impliquerait si on arrivait avec des technologies Web 2. On va simplement se mettre au cul des réseaux, vraiment, au pied de l'antenne, on va dire, et récupérer les datas. Quelle que soit la technologie, on récupère la data et on la stocke, mais on l'associe au device identifié. Ok, mais donc, par exemple, du coup, si j'ai bien cerné quelque chose, tout à l'heure vous expliquiez qu'il fallait que, tout n'avait pas spécialement des adresses IP, que souvent il fallait passer par des passerelles, mais je doute que certains parano de la sécurité, ils ont besoin de leurs objets connectés chez eux, mais ils n'ont pas spécialement envie de les connecter à une passerelle et que ce soit du coup attaquable depuis Internet. Du coup, ça signifie que vous vous adressez uniquement aux objets qui passent par une passerelle et qui sont accessibles via une adresse IP. Non, non. Renaud a parlé de certaines technologies et certains protocoles. En fait,
Si on parle de Sigfox, LoRa, Kinesis, sont d'autres technologies dédiées à l'IoT qui représentent quand même des millions, des centaines de millions de champs d'application, d'objets applicables, le sujet est différent. Il y a un autre sujet aussi, il y a des lois qui sont passées récemment sur justement la sécurisation des objets connectés, la façon dont on peut attaquer ou non un objet. En général, les objets connectés sont plutôt des points d'entrée que réellement des objets qu'on peut pirater. Alors après, on parle justement, il y a beaucoup d'objets qui ont été fabriqués comme des ordinateurs, alors qu'ils ne devraient pas être fabriqués comme des ordinateurs parce qu'ils devraient simplement s'auto-gérer, puis envoyer une data sur un événement ou un état et recevoir des consignes pour changer son état. Alors, il y a des sujets de sécurité, de cybersécurité, d'attaque, mais justement, supprimer toutes ces passerelles, supprimer tous ces intermédiaires, c'est limiter les risques à ce niveau-là. Maintenant, nous, on s'adresse pas aux objets principalement les plus piratables. On s'adresse plutôt aux objets qui remontent de la data pour avoir un état de mesure, un état d'événement. Donc, ça peut être des capteurs de température, des capteurs à eau, des compteurs électriques, etc. Si on simplifie la technologie de ces objets-là, il y a moins de risques de piratage. Aujourd'hui, on a un peu transposé dans la plupart des objets connectés, on a un peu pris des micro-ordinateurs, on les a mis dedans et puis on a fait de l'objet connecté. C'est-à-dire, ça consomme beaucoup, c'est piratable, c'est pas fiable parce que c'est pas de l'embarqué, c'est pas conçu comme de l'embarqué et souvent en termes de cryptage, il y a plein de portes dérobées alors qu'en fait, ça pourrait être beaucoup plus simplifié. Grosso modo, grosso modo, pour simplifier, je voulais juste dire, grosso modo, moins un objet envoie de données et communique de données en termes de quantité de données, plus globalement il est sécurisé et moins on peut y accéder directement parce que il ne fait que remonter de la donnée et il n'y a pas de canal descendant vers l'objet assez souvent. Exactement. Voilà, exactement. Donc en fait, il faut pas penser. En fait, Alors, on débat on dévie sur un sujet de sécurité des objets. Le sujet est très très long. Hein. Je pense pas qu'en une heure on ait le temps de. C'est ce que je veux dire. On va essayer de faire en une heure et là, on est déjà 40 minutes. On va pas avoir le temps d'aller. Ce qui est le plus important de comprendre dans ce qu'on est en train de faire, c'est que on va créer un passeport numérique pour les objets. On va permettre d'associer les datas de cet objet et on parle pas des datas, les flux vidéo, etc. On parle juste d'événements. La porte est ouverte, l'ampoule est cassée, le frigo s'est arrêté, votre consommation électrique a dépassé un seuil, etc. Donc des choses très très simples, des datas très très simples, mais qui sont nécessaires pour pouvoir améliorer le quotidien. Vraiment, les exemples dans Smart City ou autre. Je pense que la partie objet connecté, tout ça, on l'a bien présenté au début. Juste pour, on va dire, donner une vue globale, sans rentrer du tout dans la technique, tous les objets connectés vont pouvoir se relier sur votre réseau ou vous vous adressez qu'à un certain type d'objet. Par exemple, est-ce que ça va être que les nouveaux, parce que je vous ai entendu parler que ça allait être au niveau de la fabrication, ou est-ce que des objets connectés qu'on possède déjà seront compatibles avec votre système? Alors, oui, le système, on le conçoit et on le développe depuis 1 an pour pouvoir migrer des objets et donc migrer, en fait, l'objectif est de supprimer des serveurs là où c'est inutile et justement de migrer les objets, de migrer leur numéro de série, leurs ID, etc. sur la plateforme. Ça, c'est possible. Mais il est évident que l'objectif de Connectify et d'IoT Protocol, c'est avant tout de limiter les coûts au développement. Donc, je vais vous donner 2 exemples. Le premier, c'est que par exemple, aujourd'hui, il y a un frein à l'adoption sur les smart cities parce qu'on se dit, et ça va répondre à la question, on se dit, quand je dois développer un compteur à eau qui va sous les trottoirs ou quand je développe des lampadaires connectés, la mairie qui va acheter ça, elle n'a pas envie de payer des développeurs pour développer un système pour récupérer les datas. Donc moi, vendeur de compteurs, je dois développer ce système-là. Ouais, mais moi, si je développe ce système-là, je mets des ingénieurs et ça va me coûter trop cher. Donc déjà, pour les nouveaux projets, ce qui est intéressant, c'est qu'on réduit le coût et on l'a regardé, on réduit le coût d'exploitation et le coût d'adoption. Typiquement, on a parlé à une société qui fabrique des compteurs à eau pour les villes
et qui dépense 7 dollars par an en coûts d'exploitation, donc je parle des serveurs, de l'infrastructure, etc., et qui, avec notre infrastructure, en basculant sur l'infrastructure, réduit ses coûts jusqu'à 2 dollars par an. Donc c'est quand même une belle économie. Juste, je vais rebondir sur un petit point, parce que tu as parlé juste là à l'instant que s'ils basculaient chez vous, donc les histoires de compteurs d'eau, ça allait leur faire gagner des sous, etc. Par contre, si je dis pas de bêtises, vous parlez de blockchain, etc. depuis le début, mais il n'y a rien en prod. Donc du coup, vous avez déjà une solution qui fonctionne sans blockchain à l'heure actuelle? Alors si, nous, oui, c'est pas en prod, c'est-à-dire c'est pas rendu public, mais aujourd'hui, on a développé beaucoup de choses au niveau justement de la gestion de ces bibliothèques, de ces librairies. Là, on va lancer avec notre partenaire Direct Blockchain, on est sur un hackathon et on va lancer un prototype sur Aptos. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc là, ça arrive ces jours-ci. Regardez notre Twitter, on va l'annoncer. C'est une version prototype. Donc ensuite, on est en train de travailler sur d'autres choses dont on n'annonce pas encore les choses tout de suite, mais au niveau d'un testnet, parce que il y a la partie de gérer l'identification, de gérer le routage et le stockage des datas, de gérer l'accès des datas, donc toute la partie NFT, droit d'accès, et puis après, on a toute la partie, je dirais, du modèle économique autour de notre protocole. Il y a plein d'autres services qu'on est en train de développer. On est en train de développer aussi. C'est parce qu'en fait, on va livrer les choses vraiment de manière très rythmée à partir de, je pense, à partir de fin novembre, début décembre, quand on avait annoncé à peu près le testnet. On va commencer à livrer plein de choses. Mais c'est vrai que ça s'adresse d'abord à des industriels, donc c'est pas très grand public. C'est pour ça que de l'autre côté, on a aussi toute une partie de service grand public. Donc à court terme, ce qu'on va mettre à disposition, c'est une application mobile de contributive pour deux choses. Pour la contribution à un service qui est basé sur notre protocole, qui est un service de géolocalisation Wi-Fi. Donc en gros, ça permet de géolocaliser des objets via les adresses MAC Wi-Fi en scannant. C'est ce qu'utilisent pratiquement tous les téléphones portables que vous avez. Tous les smartphones que vous avez se géolocalisent en grande partie, pas totalement, mais en grande partie grâce à la géolocalisation Wi-Fi. Donc là, on le met à disposition. Donc nous, c'est quelque chose qu'on utilise, mais on utilise Google ou Beagle et c'est pas très efficace. Donc on a retravaillé ça de manière beaucoup plus puissante et de manière décentralisée. Donc ça va permettre, je dirais, à des gens, tout à chacun, de contribuer en téléchargeant l'application sur le mobile et donc d'être récompensé, enfin d'être payé comme contributeur en token. Et un deuxième service aussi, c'est un réseau décentralisé Bluetooth, donc qui va permettre de remplacer, on l'espère, si on le démocratise bien, de remplacer des technologies cellulaires là où en fait c'est pas forcément nécessaire. Typiquement, dans des grandes villes, il y a suffisamment de densité de personnes avec des smartphones qui seraient capables de capter les datas des lampadaires, de capter les datas des compteurs à eau, de capter les datas des portiques, des portes d'entrée ou des magasins pour ne pas avoir, je dirais, à mettre des technologies cellulaires au sein des objets connectés et utiliser uniquement, par exemple, du Bluetooth, sachant que on travaille aussi sur des choses un peu plus pointues et en collaboration avec des géants, je dirais, du chipset, des composants à ce niveau-là. Ce qui est important de prendre en compte dans ce projet-là, c'est que c'est pas simplement un projet visionnaire, on a dans notre board Christophe Fourtet, qui est l'inventeur de Sigfox. On a créé des partenariats entre Kinis et Semtech, et Semtech, c'est un des numéros 1 mondial de la fourniture des composants de communication de transceivers, c'est ceux qui génèrent en fait les ondes radio sur des technologies comme Sigfox ou LoRa, que vous voyez pas forcément, mais qui se répandent de plus en plus. On travaille avec Nordic. Nordic, c'est un des plus gros fournisseurs de composants Bluetooth, donc beaucoup d'objets que vous avez chez vous ont du Nordic. Et en fait, nous, on travaille vraiment avec ces gens-là, mais sur comment on permet à ces objets de communiquer avec la blockchain et comment on va permettre demain à ces objets d'être identifiés directement sur la blockchain en bypassant justement une partie des passerelles. Pas tout, mais une bonne partie. Et c'est ça qui est intéressant, c'est on travaille d'un côté sur le hardware et de l'autre côté sur la mise à disposition de la data de manière serverless en supprimant toutes ces couches intermédiaires. Mais le sujet est très très vaste.
Ouais, c'est ce que je vois, le temps passe. Bon, je pense qu'on va déborder un petit peu, on n'aura pas le temps de faire le tour de tout sinon. Si on peut essayer d'être concis un petit peu pour la fin, histoire de pouvoir tout faire rentrer dans le live. Alors, Euh, juste pour justement synthétiser un petit peu l'aspect aussi qui nous intéresse beaucoup dans ce live-là, c'est l'aspect Web3. L'objectif, c'est bien de décentraliser toutes les datas, les identifications, les accès. L'objectif aussi, c'est d'avoir un modèle financier qui est vertueux. Je vous invite à aller lire dans les liens qu'on mettra la façon dont on a travaillé avec des data scientists et des experts de la tokenomics et du modèle financier. Et on a vraiment créé un modèle financier où les pools de liquidité et tout ce qui permettait, je dirais, d'alimenter le protocole en termes de liquidité et de revenus. On a un modèle économique basé sur les revenus des différents services, donc revenus sur l'identification des devices, revenus sur le routage des data, revenus sur les différents services qu'on a à disposition. Et tout ça alimente, je dirais, le protocole et permet de gérer l'inflation, la déflation du token de manière intelligente et de manière vraiment corrélée, je dirais, au développement du nombre d'objets et de l'usage du protocole. Et ça, c'est important aussi de le souligner, c'est qu'on a tout ce côté-là aussi qui est pris en compte, quoi. Je m'excuse par avance, mais là, je vais poser une question très franche et peut-être un petit peu brutale pour certains. Je suis navré, c'est pas le but, mais moi, je vois plein de tokens sortir dans tous les sens et les 3/4 du temps, j'arrive à proposer des solutions de fonctionnement en se passant du token. Est-ce qu'il y a réellement besoin d'un token pour faire fonctionner tout ce que tu nous as expliqué juste avant? Parce que je veux bien qu'il y ait besoin d'une blockchain, etc., pour avoir de la traçabilité ou pour faire la liaison entre les différents éléments, etc., Bien sûr. N'importe qui puisse aller chercher la donnée, mais est-ce qu'il y a pour autant besoin d'un token? Alors, c'est une question super intéressante parce qu'on s'est posé aussi beaucoup la question. Et en fait, il y a une partie des services du protocole où on pourrait dire, oui, effectivement, on pourrait se passer un token. Mais la problématique première à laquelle on a voulu répondre, c'est qu'on voulait rendre accessible ça à tout le monde, pouvoir avoir quelque chose de complètement ouvert et de pas rendre notre système. On voulait pas que les gens dépendent de Yoti Protocol. On veut que les gens utilisent les services. Si on veut utiliser les services, il faut qu'il y ait des contributeurs d'un côté, donc des gens qui contribuent à la construction du service, et de l'autre côté, des gens qui payent ce service-là. Et le token, il a plein d'usages. On l'utilise pour plein de choses. On va l'utiliser à la fois pour inciter les gens à contribuer donc au service Yoti Network, qui est un service de réseau décentralisé Bluetooth, de contribuer à la récupération des adresses MAC pour le système de géolocalisation. Et comment ces gens-là, on les rétribue de manière décentralisée et équilibrée, sans avoir à gérer, nous, les recettes d'un côté et les dépenses ou les redistributions de l'autre, via un token. Donc ça c'est un premier exemple de l'usage du token. Et c'est le même token qu'on va utiliser aussi pour d'autres services. L'autre service pour lequel on va utiliser le token, c'est que on a besoin de créer de la stabilité de coût. On s'adresse à des industriels, traditionnels qui vont certainement payer en fiat et leurs services. Dans un premier temps, j'espère que dans 10 ans, ça sera plus le cas, mais pour l'instant, ils vont le payer en fiat. Et on a besoin de l'autre côté de payer des écritures de data sur, je dirais, sur la blockchain. On a besoin de payer des signatures, que ce soit Aptos, Hedera ou autre, ou Solana. Je n'en dis pas plus parce que justement, j'essaye de garder un peu le suspense sur ce qu'on va utiliser. Mais on a besoin de payer ces signatures-là et on a besoin d'équilibrer le protocole parce que on voit bien qu'il y a une volatilité sur le coût d'écriture. Alors, certaines protocoles, certaines blockchains permettent d'équilibrer le coût et de le garantir sur chaque signature. Mais de l'autre côté, ceux qui payent ou qui s'engagent et qui créent un objet connecté pour pouvoir l'utiliser pendant 10 ans, ils n'ont pas envie d'avoir une variation de coût. Donc, le token, on va aussi l'utiliser pour équilibrer le protocole à ce niveau-là et équilibrer le coût de signature. Et puis, il y a un troisième point qui est important, c'est que à côté de ça, on va fournir plein de services, je dirais, DeFi, si je puis dire, sur le paiement de la connectivité. Parce qu'il y a des choses que vous payez. Quand vous payez votre abonnement à votre tracker GPS pour sécuriser votre voiture,
quand vous payez un service pour je sais pas, n'importe quoi, un bâtiment qui paye des services de connectivité pour avoir son bâtiment connecté, il paye de la connectivité, il paye du service, et globalement, ce qu'il paye dans le service, c'est bien le routage des datas, et c'est tout le système qui est derrière. Donc nous, avec la réduction des coûts par le protocole, on va pouvoir provider ces services-là. Donc ces services-là, il faut bien les payer une nouvelle fois. Donc l'objectif pour nous, c'est de créer, en tout cas, c'est de faire en sorte que notre token soit adopté comme un data crédit, un crédit data qui permet de dire, ok, bah que je paye du réseau Bluetooth décentralisé, que je paye du Sigfox, que je paye du LoRa ou que je paye du cellulaire, et parfois les trois dans un même produit, bah en fait, je vais payer directement des tokens, je vais payer du crédit data. Et en fait, c'est typiquement ce qui se passe quand vous avez des problématiques de paiement dans une application et qu'on vous dit bah, achète 20 crédits pour le prix de 25. Ok, je suis d'accord. Mais là, voilà. Pour moi, vous allez vous retrouver face à un autre problème. Donc, soit on parle bien de token et du coup, ça va être sur des blockchains existantes, comme tu l'as cité juste avant. Soit votre token peut être complètement décorrélé, soit il pump, soit il dump, enfin bref, peu importe, même si j'ai vu que vous aviez mis des mécaniques pour stabiliser tout ça, mais pour être dans le milieu depuis un bout de temps, on voit bien que toutes les mécaniques qui ont été mises en place, ça suffit pas toujours à gérer les conditions de marché et puis les euphories, le FOMO des gens, le FUD, etc. Donc du coup, les gens vont payer un service dans un token, mais ça se trouve, ils vont le payer plus cher en achetant du crédit token que ce que ne coûtent les signatures in fine derrière. Donc là, c'est, j'ai envie de dire, tout bénéfice pour vous. Sauf que si c'est le contraire, bah, ça vous sale votre coût de production, quoi. Alors, c'est pour ça que d'un côté, pour l'instant, on ne développe pas notre propre blockchain. Hein, on va se reposer sur des layers 2. J'ai cité par exemple Hedera qui propose quand même un coût de signature qui est fixe. On a aussi d'autres systèmes de stabilisation des coûts sur Aptos ou Solana, on discute directement avec ces gens-là. Mais l'excédent, je dirais, du coût est fait pour être tout dans le protocole. Et je vous invite à voir, et c'est des smart contracts, donc c'est contrôlé et quand on va les publier, ça sera lisible. Tout le revenu est d'abord injecté dans les poules de liquidité, puis ensuite l'excédent, c'est lui dont il est question, c'est l'excédent, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est là où on mettra en place une DAO pour définir qu'est-ce qu'on fait. Mais la première objectif, c'est on alimente les poules de liquidité. Quand elles sont pleines, c'est on buy back pour pouvoir maintenir un coût de token qui est raisonnable. Et donc, c'est lié à l'adoption. C'est-à-dire, c'est peu d'adoption, on buy back plus, on buy back plus. S'il y a beaucoup d'adoption, à ce moment-là, il y a de l'excédent. S'il y a une croissance rapide, il y a de l'excédent. Et dans ces cas-là, l'objectif, c'est de pas d'avoir une inflation trop grande. Et donc, c'est de pouvoir réinvestir l'excédent directement dans le projet. Vraiment, alors c'est pas moi le plus expert de la banque parce que moi j'ai plutôt de l'IoT et moins du Web3, mais je vous invite vraiment à lire les articles Medium où on explique très très bien comment on va faire. Et effectivement, logiquement, s'il y a peu de croissance, il y aura une stabilité du token à son démarrage. S'il y a beaucoup de croissance, au contraire, on va avoir quelque chose qui va pas être trop déflationniste et on va pouvoir maintenir un prix de token qui s'envole pas inutilement pour ensuite se casser la figure. Voilà. Et encore une fois, c'est aussi basé sur la base de nos partenaires, donc ces fameux layer 2 ou layer 1, parce que ça dépend, les layer 1 qui fournissent déjà des solutions qui vont nous permettre de stabiliser, je dirais, le protocole et le coût. Mais l'objectif à chaque fois, c'est de fournir tous les services qui permettent d'écrire sur les smart contracts, d'être autonome, de pouvoir développer des services autour de l'IoT. Encore une fois, l'objectif, c'est vraiment autour du sujet IoT. Ça marche. Et du coup, moi, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est pour faire tout ça, pourquoi vous développez pas directement votre propre chaîne et voilà, ok, tu as une chaîne centralisée hein, à la mode XRP, etc. Vous l'ouvrez juste en lecture et en écriture, mais c'est vous qui gérez la validation. Et du coup, vous pouvez gérer la taille, les coûts ça, sont complètement indifférents pour vous. Vous pouvez même offrir de l'écriture gratuite pour vos différents partenaires, etc., sans histoire de coin, etc., vu que vous êtes entièrement propriétaire de votre infra. Parce que là si j'ai bien compris, vous avez votre protocole donc qui est off-chain, qui permet d'agréger tout
les différents composants IoT, et vous vous servez juste d'une blockchain, on ne sait pas encore laquelle d'ailleurs, pour venir écrire vos informations et permettre aux gens d'y accéder ou non, via des smart contracts, etc. Alors, deux choses dans ta question. La première, je commence par la fin. La première, c'est on va un peu plus loin que simplement stocker les datas. Vraiment, l'identification des devices ou le droit d'accès aux devices, tout ça est géré par les smart contracts. Donc vraiment, ce qu'il y a de non décentralisé, ce n'est qu'un petit connecteur sur AWS qui a pour vocation, et puis les interfaces qui sont serverless, n'a pour vocation de gérer tout ça. Mais en fait, il y a plein de blocs qu'on a développés en toute transparence, d'abord en Web 2 pour les valider et qu'on est en train de transposer en smart contract. Donc déjà, on va vraiment décentraliser beaucoup de choses sur la blockchain en termes de smart contract. Il y a juste Renaud qui lève la main, je ne sais pas s'il veut intervenir ou pas. Ouais, une question parallèle en fait à cette question de choix de blockchain. Dans le cas où le projet fonctionne bien, moi je vois une grosse difficulté, c'est d'arriver à trouver des blockchains qui scale et notamment qui arrivent à accepter, par exemple, plus de 100 000 objets connectés. À l'heure actuelle, je vois pas beaucoup de solutions techniques qui sont capables de traiter une centaine de milliers de transactions. Dites pas Solana, s'il vous plaît, dites pas Solana. Je sais pas ce que j'allais dire. Non, je finis la question de Marmotte qui était de dire effectivement pourquoi on développe pas notre propre blockchain tout de suite. J'ai bien dit tout de suite, parce que aujourd'hui, si on arrive à trouver un modèle économique où on peut se reposer sur un partenaire qui est plus mature que nous sur ce point-là et se concentrer sur notre cœur de métier qui est vraiment tout l'aspect autour de l'IoT, et que le modèle économique est équilibré et permet de réduire les coûts pour l'utilisateur final, déjà, c'est une première étape. Et puis ensuite, on verra comment on va plus loin technologiquement en termes d'innovation. Mais nous, on veut se concentrer déjà sur résoudre un problème. Et contrairement à beaucoup de projets Web3, et pas se lancer dans dire, on va développer notre blockchain, on va développer notre blockchain. Je pense que d'abord, il faut déjà vérifier qu'on résout correctement le problème dans un modèle économique qui est équilibré et qui est bénéfique pour l'utilisateur final. C'est ce qu'on va faire dans un premier temps. Ensuite, on va essayer effectivement de se rendre plus autonome, mais le modèle est équilibré. Pour répondre plus à la partie de Renaud, on a largement fait les calculs. On pourra même en reparler si tu veux en off, mais on est bien au-delà de 100 000, 200 000. On est déjà dans plusieurs millions d'objets. Simplement, c'est quel type d'objet? À quel type d'objet on s'adresse? Quelle est la fréquence de stockage des datas? Comment on les agrège en termes de signature? Un objet Sigfox, Laura, c'est 12 octets, 24 octets. On a limité la signature à 256 octets, enfin le message à 250 octets, alors qu'une signature, par exemple, je prends un exemple sur Hedera, c'est 4 kilo-octets. Bon, on peut mettre beaucoup de data. La question, c'est de savoir si on veut les stocker immédiatement ou si on a un temps de latence dans le stockage. Si elles ont besoin d'être stockées immédiatement et mises à disposition immédiatement parce que c'est des événements critiques, ou si elles ont besoin d'être mises à disposition pour avoir une overview dans les 10 minutes, dans l'heure ou dans la fin de journée. Donc tout ça, on l'a pris en compte. Donc le sujet, c'est pas tellement est-ce qu'il y a des blockchains qui sont capables de scaler? Oui, il y en a. La question, c'est est-ce que on va dire le business plan, c'est-à-dire la roadmap qu'on a en termes de croissance, est-ce qu'aujourd'hui les technologies qui existent sont suffisamment matures pour absorber les clients et les personnes auxquelles on s'adresse? La réponse est oui. À ce stade, oui. Moi, je vous redis, hein, ça fait 20 ans que j'entreprends. J'ai une équipe d'experts autour de moi qui sont très forts dans leur domaine. Renaud est le bienvenu pour partager avec nous son expertise. Mais concrètement, il est question de faire les choses en relation avec la maturité actuelle des technologies, la maturité actuelle du marché, la maturité actuelle de sa croissance. Et à ce stade, on n'est pas en retard. En tout cas, dans ce qu'on a maîtrisé, dans ce qu'on étudie depuis plus d'1 an, et moi depuis plus de 10 ans dans l'IoT, on a largement de quoi faire. Maintenant, c'est sûr que si c'est pour absorber tous les clics de télécommande de télé des gens individuels ou à chaque fois que quelqu'un appuie sur un bouton d'ascenseur dans le monde entier immédiatement tout de suite, c'est un peu c'est un gros volume de data, mais tous les ascenseurs sont pas connectés, on n'y est pas encore quoi. Il faut encore plusieurs années pour arriver à ce stade de connectivité et de connexion parce que c'est trop cher, parce que les gens freinent à l'adoption, etc. Donc on va y aller, je dirais progressivement, étape par étape.
Et est-ce que ça aurait pas, du coup, vous avez dit tout à l'heure que vous avez commencé à faire les tests en Web 2, est-ce que ça aurait pas été plus économique de commencer en Web 2, voir comment le milieu du Web 3, etc. évolue, parce que c'est comme deux milieux qui évoluent en parallèle, et une fois que vous avez, on va dire, une masse organique suffisante en termes de volume, de croissance, etc., commencer à adapter ça sur le milieu Web 3, entre parenthèses. Ben, et c'est justement ce que j'ai fait. Ça fait 10 ans que 8 ans que je développe la société dont je suis le dirigeant. J'ai plein d'autres copains qui ont des boîtes d'IoT. Je pense qu'on doit représenter entre 200 000 et 800 000 objets tous réunis, avec environ entre 4 à 200, 300 messages jour. Donc, ça représenterait à peu près 1 à 40 signatures par objet par jour. Donc, on a de quoi, je dirais, avoir cet échantillonnage. Ça, c'est pour la partie Web 2. J'ai développé dans la société de tracker que j'ai tout un système pour gérer les bancs de test en usine, pour gérer les identifications. Du coup, tout ça, c'est déjà fait en fait depuis des années. Oui, mais du coup, tout ça, c'est déjà interconnecté avec votre solution IoT ou Connectify plutôt? On est en train on est effectivement bêta-testeur de nos développements. On est en train justement de le faire, de migrer progressivement, de préparer tout ça. Donc là, on a déjà, enfin, je peux pas tout vous dire, mais on a déjà commencé parce que ça appartient, je dirais, à l'IP de la société qui fait les objets connectés et moi IoT Protocol. Mais on est en train déjà de migrer l'identification des devices. On est en train déjà d'adopter la bibliothèque de signature. On est en train de tester les SDK au sein des applications. Il y a plein de choses qu'on est en train de faire. Et ça, c'est la première partie de la question. Et sur la partie Web3, moi, ça fait plus de 3 ans que je m'intéresse aux technologies blockchain, un peu plus, même presque 4 ans maintenant, à tous les niveaux, aussi bien au niveau trading et investissement, mais aussi au niveau technologique pur et dur. Et donc, j'ai pu regarder effectivement tous ces mêmes codes qui sortent, tous ces projets Web3, tous les projets autour de l'IoT. Pour prendre l'exemple de Helium, qui est un projet vraiment qui est une super initiative, parce que décentraliser et rendre collaboratif, je dirais, la récupération justement des messages et des datas qui viennent d'objets sur LoRa. Je parlais de LoRa tout à l'heure, mais il faut savoir qu'Helium, à la base, c'est basé sur cette technologie-là, LoRa. Par exemple, c'est une super initiative. Le problème d'Helium, c'est qu'ils ont oublié 2 choses. La première, c'est que c'était dur de développer un produit sur LoRa. C'était pas si facile que ça. Donc, il va y avoir un temps d'adoption qui va être long. Et alors que leur protocole mis en place devait s'équilibrer au bout de 3 ans, au bout de 3 ans, ils n'étaient pas à l'équilibre parce qu'il n'y a pas eu d'adoption suffisamment rapide sur ça. Et la deuxième, c'est qu'ils n'ont pas forcément accompagné l'écosystème sur le plan hardware. Pourquoi? Parce qu'ils ne venaient pas du hardware et ils ne savaient pas forcément comment accompagner les gens dans le développement de produits sur Helium. Alors que, par exemple, nous, une des premières choses qu'on va rendre publique, c'est une base de connaissances qui va permettre à tout à chacun de développer des produits sur notre protocole, mais surtout développer des produits, des objets connectés, sans considérer forcément le protocole. C'est-à-dire, voilà, comment je veux développer un objet Bluetooth, comment je veux développer un connecteur, qu'est-ce que j'achète sur Amazon, quelles sont les lignes de code que je mets, qu'est-ce qu'il faut que je prenne en compte en termes d'antenne, etc., etc. Donc tout ça est important. L'adoption est importante. Et ça fait vraiment plusieurs années, que ça soit dans le Web 3 et encore plus dans le Web 2, les objets connectés, qu'en fait, on développe plein de choses et à chaque fois, on investit, par exemple, dans notre boîte, plus de 3 millions d'euros pour développer des objets et pour se rendre compte que tout cet argent-là, une fois que les développements étaient faits, c'était des coûts de maintien et que c'était pas forcément notre cœur de métier et qu'on avait dépensé beaucoup d'argent à développer des choses. Alors, c'est de l'IP, c'est super, mais qui fondamentalement, une fois développé, il n'y a pas de continuité dans l'innovation parce que c'est là, ça fonctionne, il n'y a plus besoin de faire plus. Tout ça sont des coûts qui sont évitables à la plupart des entreprises en se basant sur ce que nous, on est en train de développer de manière décentralisée. D'accord. Et du coup, quand vous dites qu'on est en train de développer, vous avez un horizon de temps, vous êtes fixé peut-être des KPI à respecter, etc. Ouais, exactement. Sur le site, donc sur le IoT Protocol, on parle un peu de la roadmap. On n'est pas très loin. Donc, je vous ai dit là, dans les jours qui viennent, on va lancer des prototypes sur Aptos et des démonstrateurs. En parallèle, de manière non publique, on développe des bêtas. Alors, à la fois avec la boîte que je dirige, qui est Beeping, mais à la fois avec d'autres fabricants d'objets pour pouvoir justement tester
voilà, mesurer justement les effets de volume, comme disait Renaud, sur l'absorption et sur ce que ça implique. On travaille d'ailleurs avec une équipe d'AWS qui a travaillé avec Laura Alliance pour travailler sur le cloud geolocating. On travaille avec cette même équipe d'AWS pour justement développer un connecteur sur AWS pour faciliter l'adoption du protocole. On est en train aussi on développe donc cette cette librairie qu'on va bientôt mettre à disposition et sur lequel on est déjà avec certains clients en train de la présenter pour qu'ils puissent justement aller chercher les datas en fonction des différents événements. On a aussi développé les SDK et les applis contributives sont en train d'être finalisées pour pouvoir lancer la première appli contributive. Ça, c'est peut-être le côté plus grand public. C'est ce qui va être le plus facile à voir, c'est cette appli contributive où je pense que courant fin novembre, début décembre, on va pouvoir la télécharger. Vous allez pouvoir la télécharger et donc commencer à accumuler des rewards en attendant qu'on lance publiquement le token et pouvoir ensuite claimer ces rewards-là. Donc ça, c'est quelque chose, par exemple, qui va arriver très, très vite. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Quelles sont les parties du projet qui seraient open source ou closed source? On a plutôt la volonté d'ouvrir à peu près tout, en vrai. Encore une fois, c'est une couche infrastructurelle. On veut absolument pas nous développer des projets d'objets connectés ou nous développer, je dirais, des choses où rendre dépendants les gens du protocole. On veut vraiment dire, voilà, nous, on pose les smart contracts, on pose la supply, on pose le mode de fonctionnement. On va bien sûr animer tout ça. On va redistribuer. Il y a une partie aussi dont je n'ai pas parlé, c'est que les ventes de tokens qu'on va exercer au début et tout ce qu'on va réunir, il y a une partie, bien sûr, qui est consacrée à alimenter les pools de liquidité, mais il y a une partie qui en plus va se régénérer, qui va se reconstituer au fur et à mesure de l'adoption, qui a vocation à être redistribuée sous forme de grant aux porteurs de projets. Donc l'idée, c'est de consacrer une bonne partie avec des tailles d'enveloppe entre 50 et 100 000 $ pour développer les prototypes voilà, des porteurs de projets et des start-upers qui voudraient développer des objets. Pour nous, on veut que ça soit le plus ouvert possible. On veut vraiment que les gens puissent interagir avec les smart contracts. On veut vraiment que les gens puissent développer leurs produits. On va simplement nous développer un maximum d'outils. Par exemple, on pense retransposer ce qu'on a déjà en termes de bandes tests. Donc, je parle de logiciels. Hein. Après, la mécanique, ça dépend de chaque projet. De fournir ces bandes tests qui permettent de faire des tests, qui permettent de gérer le flashage des cartes électroniques et donc bien sûr d'y intégrer les numéros de série et les ID. Enfin voilà, pour nous, on veut ouvrir un maximum de choses. Enfin, il y a vraiment très très peu de choses qu'on veut garder. C'est smart contract. On veut décentraliser quelque chose. On a vraiment une vision à long terme de décentralisation totale. Bon, c'est un bon point, ça, je veux dire. Moi, par contre, comme vous l'avez dit, vous adressez déjà des grosses sociétés, ce qui me semble logique, parce que demain, le monsieur et madame tout le monde qui dit qu'il fait de la crypto et qui déjà ne sort pas des exchanges, je le vois pas commencer à utiliser des jetons pour payer des services pour ces objets connectés. Je pense pour le peu que monsieur et madame tout le monde a chez lui, hein, il passe par des services, il paye un abonnement, etc. Est-ce que ça serait pas justement plus logique de vous adresser uniquement, donc du coup, dans un premier temps, à des grosses structures, des professionnels qui ont réellement besoin de ce service, plutôt que de commencer tout de suite à s'ouvrir aussi aux particuliers? C'est ce qu'on fait. Hein. On s'ouvre pas aux particuliers. On utilise. Alors, il y a deux sujets. Moi, dans Beeping, j'ai une application, j'ai plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs. On va tester des choses avec ces utilisateurs. Ça va prendre 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans à tester. On va tester des microservices embarqués dans l'application qui vont faire le travail de bridger, en fait. C'est-à-dire qu'on va attribuer des wallets, on va attribuer des bridges in-app, des services in-app pour pouvoir gérer le paiement. En fait, en réalité, pour l'utilisateur, il va simplement mettre sa carte de crédit, payer sur Stripe et il va acheter des crédits. Mais ces crédits, en vrai, derrière, c'est des tokens. Mais lui, il ne le saura pas forcément dans un premier temps. On va essayer
on va dire, de débunker tout ça, de simplifier, de rationaliser et de tester. De l'autre côté, bien sûr, c'est les gros industriels qu'on va aller voir. Mais ces gros industriels, eux, ils vont signer des contrats, ils vont souscrire à des abonnements, ils vont souscrire à des, on va dire, à des services qui vont payer sur facture. Donc, l'objectif, comme tout projet, comme tout objectif de décentraliser, ça passe bien d'abord par une passerelle, ça passe bien d'abord par une éducation, ça passe bien d'abord par une évangélisation, par une adoption. Donc, faut pas croire. Et d'ailleurs, c'est peut-être le problème aujourd'hui du Web3, c'est que les gens se précipitent pour faire des projets Web3 et oublient complètement quelle est la maturité d'adoption. L'intelligence artificielle ou tout ce qu'on voit, on en parle depuis 30 ans et les gens commencent à adopter maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a un long chemin d'apprentissage, un long chemin d'adoption, un long chemin d'évangélisation. Et nous, on est conscient que on va pas tout faire d'un coup et qu'on va pas tout de suite dire aux gens, tu prends ton appli, tu payes en token, attends, va acheter des tokens sur un exchange. Non, c'est pas ça. C'est tu prends ton appli, tu mets ta carte de crédit, tu payes tes crédits sur Stripe. Après, ce qui se passe derrière, l'utilisateur, il s'en fout un peu. Ce qui importe à l'utilisateur, c'est que il va payer le service moins cher parce que justement, on a réduit les coûts grâce à la décentralisation. On a réduit le nombre d'infrastructures. Ça, c'est pour l'utilisateur. Pour l'industriel, c'est pareil. Si on lui parle de token, etc., il va partir en courant. On va simplement lui dire qu'on a utilisé la blockchain, les technologies blockchain, pour réduire ses coûts. Et il va payer, et il va déverser ses fiat, il va payer en fiat, il va être facturé en fiat, mais derrière nous, ce fiat, ce revenu-là, on va le bridger pour pouvoir alimenter le protocole qui va permettre de payer les signatures, de payer ce qui fait que ça coûte moins cher en fait. Ok. Du coup, vous allez en bridger qu'une partie, je présume. Il faut quand même payer vos employés, il faut quand même payer vos coûts de... Exactement. Exactement. On le met de manière toute transparente dans l'article Medium. On explique qu'il y a de base une partie des revenus qui est gardée dans la structure pour payer les employés, pour payer voilà, tout ce qui est infrastructurel, tout ce qui est structurel, pardon. Alors, et tout le reste est bridgé, mais il est bridgé de manière fixe. C'est-à-dire que on fait 1 million de revenus. Alors, faudra que je regarde, mais en gros, pour vous donner un exemple, on fait 1 million de revenus. On ne bridge pas seulement ce dont on a besoin. On bridge tout le revenu, ou 50% du revenu. On ne bridge pas seulement ce dont on a besoin pour faire changer le protocole ou alimenter les poules de liquidité. On bridge 50% des revenus, ou même je crois que sur certaines choses, c'est 80% du revenu. Et ensuite, ça alimente en priorité les poules de liquidité pour les maintenir. Et ensuite, l'excédent est arbitré par une DAO qu'on mettra en place avec le temps. Mais les choses vont pas se faire d'un coup. Le projet est trop gros pour que on décentralise tout d'un coup, on claque des doigts et que tout soit parfait. Il va falloir qu'on construise les choses de manière intelligente. Mais l'objectif est vraiment de pousser vers une décentralisation. L'objectif, c'est quoi? C'est que l'utilisateur final indépendant ou l'industriel ou l'employé adopte du token en guise de paiement ou en guise de rémunération. Ça arrivera dans 10, dans 15 ans, dans 20 ans. Okay. Et même ça, je ne peux pas répondre. Ça marche. Mais du coup, est-ce que c'est pas peut-être un peu prématuré de commencer à sortir un token? Parce que on va en parler, hein. Je pense que tu es venu un petit peu aussi pour ça. Vous êtes en train de faire une ICO en ce moment. Est-ce que c'est pas un peu prématuré de directement vendre un token? Est-ce que ça serait pas mieux de, pour l'instant, garder la main sur le token, juste prendre l'argent en cash et commencer à faire vivre ça tout doucement, plutôt que parce que là, moi, en tant que particulier, je me vois pas acheter du token chez vous, à part pour spéculer. Et sinon, je vois pas de l'utilité que je vais avoir tout de suite, quoi. Je pense que à moins que vous vous adressiez uniquement, à moins que votre ICO s'adresse uniquement à des gros groupes qui justement, eux, vont quand même tout de suite avoir du besoin et vont tout de suite acheter du crédit, je vois pas trop monsieur et madame tout le monde, comme je dis, à part s'ils ont envie de spéculer, investir dans l'ICO, quoi. Parce que si c'est un mécanisme en plus qui permet de stabiliser le prix. Non, c'est pas un stablecoin. J'ai pas dit stabiliser. J'ai dit de maintenir une corrélation stable avec les revenus du projet. C'est pas tout à fait pareil. Si le projet grandit, si le projet a plus de revenus, le prix du token va monter. Mais il va pas monter de manière
S'il monte, ça veut dire que ça coûte plus cher d'utiliser aussi. Du coup, ça fait moins d'utilisateurs. Pas forcément, non, pas du tout. Pas forcément. Si la valeur monte d'un token, ça veut dire qu'on peut payer, vu qu'on a stabilisé les coûts de service, ça veut dire qu'on peut payer plus de services. C'est-à-dire qu'au contraire, le coût de service va coûter moins cher et que vous avez moins de tokens pour utiliser le service. En revanche, ceux qui ont acheté des tokens ou ceux qui sont contributifs, donc ceux qui sont rémunérés en tokens pour contribuer au service, eux vont être encore plus incentivés. C'est vraiment expliqué dans l'article, hein, Medium. C'est justement, je pense que le sujet, c'est que les gens sont trop habitués, soit à spéculer sur un token comme le Memecoin, parce que la question c'est pourquoi vous achetez un Memecoin? Pourquoi vous achetez du XRP? Parce que les détails sont rigolos. Non mais ouais voilà. Mais le XRP c'est pareil. Le XRP c'est un truc sérieux et pourtant pourquoi ils ont fait un token? Nous, l'objectif c'est quoi? Pourquoi on veut le lancer aussitôt? Parce que concrètement on veut vraiment maturer énormément le protocole, ses poules de liquidité, cette partie Web3 pour pouvoir l'amener vers la décentralisation. Mais d'un côté, on crée entre les deux, en amont, un coût fixe qui est attendu par le client, et en aval, on crée une stabilité dans le coût d'exploitation. C'est ce qu'on a au niveau des Layer 2 avec lesquels on est en train de travailler. Entre les deux, l'objectif, c'est qu'effectivement les tokens prennent de la valeur, mais pour nourrir le projet, pour pouvoir mieux redistribuer au niveau des grants qu'on veut distribuer, au niveau des contributeurs, au niveau du développement de la technologie. Mais encore une fois, on l'explique très très bien dans l'article Medium, comment on va gérer ce coût du token. Et encore une fois, oui, ça vaut le coup d'acheter et d'investir parce que le token va prendre de la valeur, parce que il va être corrélé au revenu de la boîte. Donc plus la boîte va faire de revenus, plus le token va prendre de la valeur. Et c'est pas pour autant que ça va coûter plus cher à l'utilisateur final. Et c'est pas pour autant que on va pas savoir stabiliser le coût des services en dessous, parce que c'est ce dont c'est ce qu'on a géré en premier, c'est-à-dire le coût de service. Mais c'est un token utilitaire qui alimente un protocole avec une tokenomics qui est bien conçue, ça marche. Rarement. Rarement. Je de le dire, mais ça marche. Non. Alors, franchement, ça marche rarement parce que c'est rarement bien conçu. Et c'est pas moi qui l'ai conçu, donc moi je parle pas à mon nom, je parle au nom des équipes qui l'ont conçu, qui ont bossé 6 mois dessus. Et je vous invite encore une fois à aller lire l'article. Et on a fait des stress tests, on a regardé, il y a des business plans derrière, il y a toute une gestion instantanée, c'est vraiment intéressant. C'est Dark Blockchain, c'est ça qui a travaillé dessus. Mais du coup, il y a entre autres, ouais. Il y a peut-être des exemples de tokens qui ont réussi, de tokenomiques qu'ils ont pensé, qui ont réussi, qui pourraient je pense. Que Dark Blockchain a fait? Bah non, sur le modèle sur lequel vous êtes inspiré des différentes entreprises qui ont travaillé. Eh ben non, le modèle qu'on a développé, il inspire. Alors c'est pas moi qui pourrais vous répondre vraiment énormément. Je regarde s'il n'y a pas quelqu'un de l'équipe qui est là, mais c'est pas moi qui pourrait y répondre. Mais quand on l'a développé, on a vu qu'il y avait pas mal de modèles. On a challengé pas mal de modèles, mais on a vraiment travaillé sur quelque chose qui était beaucoup plus innovant, beaucoup plus travaillé que ce qu'on a pu croiser et beaucoup plus abouti, quoi. Alors, je veux bien le croire, hein, mais moi je me dois de la. Mais je serais ravi pour mon auditoire. Bien sûr. Voilà, c'est pas parce que vous avez bien réfléchi au truc que c'est objectif, ça va marcher, c'est sûr. Voilà, je veux pas vous porter la poisse. Non, mais alors là, mais moi, je préfère être transparent avec mon auditoire. Qui ne tente rien. Pas vendre de faux mots ni quoi que ce soit. Non, qui ne tente rien n'a rien. Moi, je suis entièrement d'accord. Il faut regarder, il faut étudier. Mais après, on a vraiment écrit tout ça, posé sur le papier pour pouvoir être le plus transparent sur ce qu'on était en train de faire. Donc ça c'est important de challenger les choses. Voilà, mais vraiment sur cette partie Web3, si ça intéresse des gens, je serais ravi qu'on organise un autre AMA, mais qui soit vraiment focus sur le protocole et que ces personnes, ces membres de l'équipe qui ont développé ça interviennent et viennent vraiment défendre ce qu'ils ont conçu. Alors c'est toujours basé sur ce que la vision que moi j'avais avec mon cofondateur là qui est dans le call, qui est notre CTO Recep, mais qui pourrait vous expliquer vraiment
comment on a pensé le modèle mathématique, comment on a challengé ça, on a testé et stress testé, je dirais, toute la partie protocole pour être sûr que justement tout ça tienne la route dans le temps surtout et que ça tienne la route quoi, et que justement ça fasse pas un flop. Entendu. Bon, déjà, je tiens quand même à souligner, c'est que, contrairement à beaucoup de projets qui commencent leur SEO, je vous ai pas vu en faire la pub sur Twitter. Je vous ai même pas vu mettre ça en avant. Donc, je pense que vous vous adressez peut-être principalement à des gros clients pour tout ce qui est premier tour, etc. Et encore une fois, ça n'engage que moi, mais je pense que c'est vraiment là où il faut aller chercher au début. Plus vers des gros industriels, des personnes qui vont avoir besoin de faire fonctionner tout ça plus que sur le particulier, parce que clairement s'il n'y a pas de gros professionnels qui s'engagent dans votre projet, qui investissent dans le token, etc., qui font vivre votre protocole, les utilisateurs finaux ils gagneront rien. Ils vont spéculer un petit temps, peut-être qu'avec le bull run qu'on nous promet incessamment sous peu, ils vont peut-être en profiter un petit peu, etc. Mais bref, je tenais à souligner ce petit point. Vous le mettez pas trop en avant sur votre Twitter. Je vous l'ai même pas vu mettre en avant. Non, parce que c'est vrai que nous, ce qui est important pour nous, c'est le projet avant tout, hein, et on le finance déjà, mais la partie ICO aujourd'hui, c'est quelque chose. Enfin, on va pas être repéré et connu comme un projet qui cherche simplement à lancer un token. Nous, le token est un token utilitaire qui va avoir besoin d'être. La vente de tokens, beaucoup de gens assimilent la vente de tokens à je vends des tokens, je prends de l'argent ou je lève de l'argent. Ce n'est pas que ça. C'est aussi alimenter les poules de liquidité, c'est aussi participer. Celui qui va acheter le token, il va donc, contre les tokens, mettre de l'argent dans une pool de liquidité pour faire fonctionner la supply. Bon, ça, c'est ça en vrai. C'est ça qu'on demande à quelqu'un qui achète un token. C'est de fournir la liquidité qui va en contrepartie du token. Alors et moi, après, je le revend s'il veut. À titre perso, j'achète jamais de token en ICO. J'attends que ça sorte. Oui. J'attends de regarder comment ça se passe. Et ensuite, je fournis de la liquidité si besoin. Si ça marche bien. Oui, mais parce que c'est plus en avant. Après, c'est les programmes de staking, c'est d'autres sujets encore. Ouais, mais quand on fait une ICO, je vais quand même éclaircir le point un petit peu pour le fonctionnement des auditeurs. Quand on achète un token dans une ICO, donc on envoie des sous avec de l'argent fiat, ou de temps en temps ça fonctionne avec du BTC ou de l'Ether, et en contrepartie on va recevoir des tokens. Par contre, on ne reçoit pas les fees qui sont alimentées par le projet, donc qui va créer une pool de liquidité, donc contre de l'Ether, du BNB, ce qu'on veut en général, le coin principal de la chaîne sur lequel le token va s'installer, et les fees qui sont générées au travers de cette pool de liquidité, qui permettent donc, entre parenthèses quand même, aux personnes qui ont acheté les tokens avant de pouvoir les vendre si besoin, et inversement aux personnes qui n'ont pas participé avant de pouvoir acheter le token contre de l'Ether, du BNB, etc. Mais on ne participe pas à la pool de liquidité. C'est bien le projet qui crée la pool de liquidité avec l'argent qu'il a récupéré et qui lui permet justement de créer cette pool de liquidité. On ne se retrouve pas fournisseur de liquidité. Et moi j'ai une petite question parce que les petites marmottes elles ont gratté quand même, hein. Je tiens quand même d'ailleurs à vous remercier pour les satoshi que vous leur avez donné, hein. Tout ça ça atterrit dans la tirelire. Tous ceux qui ont participé d'ailleurs au projet, je les remercie parce que ils ont pas voulu prendre les satoshi pour eux, donc on verse la moitié dans les tirelires du projet et la moitié à toutes les personnes qui participent au dig, et tous les diggers ont décidé de tout reverser à leurs copains dans toutes les tirelires, donc merci à eux. Ils ont relevé un petit point. On s'est aperçu en fait que sur votre site, la date de la fin de l'ICO a été reportée. Est-ce que vous savez nous dire un petit peu pourquoi? Alors c'est juste de la partie pré-sales, parce qu'on avait des investisseurs qui souhaitaient avoir un peu plus de temps. Mais c'est juste la partie de la première phase. C'est pas la ICO, c'est juste les pré-sales, la première pré-sales. Ok, ça marche. On l'a décalé parce que ils se sont aperçus de ça, donc on tenait à remonter le point. Oui, on l'a décalé, parce que la première marche est toujours la plus dure, et ceux qui souhaitaient investir nous ont demandé de la décaler. Donc on l'a décalée, on la laisse ouverte, en leur disant on la laisse ouverte parce qu'on peut pas vous réserver les tokens vu que vous vous engagez pas. Mais ce qu'on peut faire, c'est la décaler, et si d'autres achètent,
ça sera trop tard pour vous, mais on la décalera pas plus, quoi. Ok. Voilà. Et, C'est ce qu'on a fait. On a été faire sur ça, mais voilà. Et sans indiscrétion, vous en êtes où à l'heure actuelle? Alors là, sur la première marche, c'est 270 000 euros. On en a levé déjà plus de 40 000 et on a 150 000 euros d'intention. Donc c'est ce qu'on est en train de boucler. C'est là où on a décalé sur 2 personnes. Et c'est pour ça qu'on a décalé la date. Et après, du coup, il va manquer 180, 185. Il y a encore 85 qui sont encore ouverts. Si je ne me trompe pas, si mes calculs sont bons. Ok. Et donc, du coup, avec ce premier round, ça va vous permettre de tenir, entre parenthèses, parce que ça permet, voilà, on va pas non plus se voiler la face. Ça permet quand même de lever des fonds et de continuer à faire avancer le projet, à payer le développement, etc. Exactement. En fait, il y a une partie qui va être consacrée, bien sûr, au marketing des prochaines phases pour faire connaître le projet, parce que c'est important de le faire connaître. Mais cette première phase, elle a vraiment pour vocation de finaliser les développements et de rendre plus robuste toute la partie smart contract pour basculer sur le testnet. En fait, on est vraiment sur la partie passer du prototype au testnet. Ok, entendu. Quand je dis testnet, c'est vraiment mettre à disposition la plateforme, que les gens puissent commencer à identifier des devices on-chain, etc. Mais sur les contrats les plus proches de ce qui va être ceux du TGE, quoi, quand on sortira le token. D'accord. Et vous avez déjà une date pour la sortie du token ou pour l'instant vous attendez de voir? Alors, le token, on vise premier trimestre 2025 sur sa partie vraiment lancement TGE. Et comme je disais encore une fois, prototype dans les jours, semaines qui arrivent sur Aptos, c'est un prototype. Ensuite, la version testnet, on n'a pas encore annoncé, mais le token, lui, sera multi-chain, mais en tout cas, la version testnet, on veut pas encore annoncer avec qui on travaille. Parce que c'est pas tout à fait validé déjà, parce que comme disait Renaud, on est en train de gérer des sujets de scalabilité et de coûts et on négocie des choses derrière. Et ensuite, en parallèle, il y a toute la partie IoT Network et application où ça on vise novembre-décembre. Donc vraiment l'objectif c'est lancement de la plateforme finale, la version, je dirais bêta publique en janvier, même si on aura une version fermée testnet sur laquelle vous pouvez déjà vous inscrire. Si vous êtes sur connectify-iot.com, vous pouvez déjà vous inscrire pour être un des premiers bêta-testeurs quand on va commencer à ouvrir justement les tests. Alors, ce sera privé, mais quand on va commencer, je dirais, à activer tous ceux qui ont envie de tester, de créer des objets, etc. de manière off. À ce titre-là, d'ailleurs, on discute avec des universités et des écoles d'ingénieurs parce qu'on pense que c'est un bon endroit aussi pour permettre à des étudiants de commencer à adopter ça. Mais voilà, on a beaucoup de choses en développement et en projet. Et effectivement, l'objectif, c'est un peu de rendre le projet plus autonome financièrement au travers de cette ICO, en tout cas de ces pré-sales. D'accord. Et vous n'avez pas, parce qu'il me semble qu'au début vous aviez parlé qu'il y avait des investisseurs ou des partenaires seulement. Investisseurs. Ok, il n'y a personne qui a investi encore, on va dire, en mode classique, equity, etc. dans le projet. Il n'y a pas eu une première levée de fonds pour commencer à lancer la machine. On est en equity. Donc vraiment au niveau de la société, on est en train de lever 1,5 million d'euros avec des partenaires clés que je peux pas vous citer pour l'instant parce que c'est pas encore signé et finalisé, mais sont principalement des acteurs de l'industrie des microchips. Donc, on s'adresse vraiment à des gens qui ont un intérêt que le marché de l'IoT se développe plus vite, que la complexité de l'adoption des technologies soit réduite. Voilà. Donc, on a de forts partenaires, des forts partenariats avec des réseaux de l'autre côté. Donc, LoRa Alliance, Sigfox Guinness et plusieurs MVNO. Alors, les MVNO, c'est ceux qui, en fait, revendent la connectivité pour l'IoT. Donc, ils fournissent des cartes SIM pour l'IoT. Voilà. Donc, ces gens-là, par exemple, on a beaucoup de partenaires. Encore une fois, vraiment, faut qu'on remette les liens. On remettra les liens pour aller sur notre Twitter. Vous avez déjà
une bonne partie des liens. On mettra le Linktree. Je vous invite vraiment à aller voir et étudier tout ce qui est deck, tout ce qui est aussi white paper. On voyait vraiment, on est très transparent sur nos partenaires, sur nos personnes dans le board. Et si vous allez voir, vous verrez que c'est vraiment je dirais les plus gros partenaires, les plus gros acteurs qu'on peut espérer avoir. Je dirais autour de ce projet-là, quoi. Ok. D'ailleurs, dans les partenaires, je vois qu'il y a marqué AWS. Il y a réellement un partenariat avec AWS ou c'est juste utiliser c'est ce que je disais. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai eu l'occasion, moi, d'être, alors déjà, par un de nos board members, j'ai eu l'occasion d'être mis en contact avec l'équipe qui avait développé pour Laura. Laura, en fait, a développé un système de géolocalisation cloud. C'est-à-dire qu'en gros, ça permet au sein des composants de faire de la géolocalisation. Enfin, je vous passe les détails, mais en gros, AWS a permis de mettre sur le cloud le calcul de position des objets connectés. Au lieu que ce soit l'objet qui calcule sa position, l'objet, il capte juste quelques signaux des satellites et pas la globalité, et il fait pas le calcul au sein de l'objet, donc ce qui réduit le coût, il fait sur le cloud. Et donc, j'ai été mis en relation avec ces équipes-là, et quand moi, j'ai avancé sur ce projet Connectify, je leur ai proposé de travailler sur ça. Et donc, oui, on est en train de travailler avec AWS, mais les vraies équipes, les vraies équipes, avec les développeurs, avec une équipe de développeurs sur la création de connecteurs. Vous savez, quand vous allez sur AWS, pour ceux qui connaissent, vous sélectionnez des services, Route 53 pour gérer les noms de domaine, RDS, etc. En fait, nous, on travaille sur un système pour dire, voilà, je voudrais sélectionner Connectify, ce qui me permet, en fait, directement de router, de développer mon propre serveur, mon propre interface web serverless, mon propre site web, mais directement aller chercher les datas sur la blockchain via un connecteur qui serait directement disponible sur AWS. Ça marche. Donc c'est un vrai partenaire, c'est pas. Ah oui, c'est un vrai partenaire. C'est que des vrais partenaires. Non, mais que des vrais partenaires. Je pose la question parce qu'il y a des fois, je vois ça marqué partenaire AWS. Oui, bien sûr. Non, c'est pas. Vous faites quoi avec eux? On utilise leur service. Oui, pas vraiment partenaire. J'ai pas mis EDF comme partenaire parce qu'on utilise leur électricité. Ça, c'est sûr. Ok, ça fait déjà 1h40 qu'on est en route. En tout cas, je vous remercie de vos interventions. Je vous remercie de toute la présentation. Donc, effectivement, je pense que l'IoT, on s'en parlait un petit peu tous les jours, mais on se rend pas réellement compte de tout ce qu'il y a derrière. Donc, je vous remercie déjà d'avoir un petit peu éclairci les auditeurs sur ce sujet-là. On n'a pas eu trop le temps de rentrer sur la partie projet, token, etc., même si on en a quand même déjà bien discuté. En tout cas, j'espère que ça va le faire pour vous, que le protocole Connectify va bien se développer. Une dernière chose qui tienne en moins de 2 minutes à rajouter. Moi, je vais vous laisser. Ou des questions parmi les auditeurs, non? Des questions. Je crois que vous les avez perdues un petit peu. Non, c'est vrai. J'ai aucune question sur le Twitter. Attendez, je regarde côté Discord. Non, même côté Discord. Après, les marmottes, ça dit beaucoup de conneries à longueur de temps. Mais non, je vois pas de questions. Les marmottes sont parties faire dodo. Ouais, c'est ça. Elles ont commencé à rentrer en hibernation là. Bon, en tout cas, faut pas hésiter sur notre Telegram. Petit à petit, on construit nos communautés. On mettra en place un Discord, mais beaucoup plus en avant, qui sera vraiment dédié aux développeurs. Et le Telegram est beaucoup plus communautaire pour tous ceux qui veulent nous poser des questions. Il y a tous les membres de l'équipe dedans, donc voilà, vraiment, faut pas hésiter. Ok, ça marche, super. En tout cas, je vous remercie pour votre intervention de ce soir. C'était très enrichissant, même si ça a débordé un peu fort en technique. D'habitude, on essaie de vulgariser, mais bon, je pense que c'est un sujet qui avait besoin quand même d'être un petit peu débroussaillé un peu plus en profondeur pour les plus curieux. Donc, merci pour vos interventions. Et puis je vous dis à très vite. Renaud, encore merci de ta présence aussi, de m'avoir épaulé, parce que je pense qu'il y a plein de choses, j'aurais posé plein de questions, t'as bien tout débroussaillé aussi. En tout cas, merci beaucoup. Merci Renaud pour ton expertise à la pointe et merci aux marmottes pour cette tribune
que vous m'avez offert pour vous présenter ce projet-là, auquel on croit beaucoup, mon équipe et moi-même. Voilà. Eh bien, Très bonne soirée à tous. avec plaisir. Bonne soirée également. Bonne soirée. Au revoir. Ciao, ciao tout le monde. Ciao.